Donc, on va passer maintenant à notre deuxième conférence, celle de Marie-Charlotte Pelletier de Coninck. Donc, Marie-Charlotte, qui est candidate au doctorat à l'Université de Montréal, qui travaille sous ma direction. Et donc, Marie-Charlotte va nous parler de l'enjeu de la beauté de la culture. Donc, à toi la parole, Marie-Charlotte. Oui, bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Et ah, comment je fais pour... Pardon. J'arrive pas à aller dans la petite... ok. Et- Ok. Pardon. Oui, je m'excuse d'avance. J'ai eu la COVID cette semaine, donc j'ai des cannes de tout parfois. C'était mieux dans les derniers jours, mais là, aujourd'hui, ça semble être revenu un peu. Donc, ça se peut que je m'interrompe quelque part. Donc, je suis très contente de cette opportunité du CADA de présenter une partie de mes recherches. Je trouvais en fait que mon sujet de thèse s'insérait vraiment bien dans la thématique du CADA cette année, qui est l'humain globalisé, parce qu'en fait, les concours de Miss et Mystère Terren, qui est une communauté autochtone du Brésil, n'existeraient pas sans la globalisation. Ma thèse s'intéresse en fait à examiner l'historique des concours de Miss et Mystère Terrine et les transformations qui ont lieu à travers ces concours-là et les implications de ces transformations. Je n'ai toujours pas terminé de traiter toutes mes données de recherche, donc ça va être une présentation de résultats assez préliminaires. C'est aussi une manière pour moi d'organiser mes données par rapport à ça. Donc, voilà. Je vais vous parler un petit peu de ma méthodologie de mon projet de thèse. Donc, j'ai consulté au départ des archives locales, autochtones et allochtones dans les municipalités à proximité des territoires où j'ai séjourné. J'ai fait 57 entrevues semi-dirigées, donc avec des membres de l'organisation des différents concours, des artisans, des artisanes, des participants et participantes. Et puis, je demandais toujours aux informateurs, en fait, des concours, des photos des concours auxquels ils avaient participé à travers le temps ou qu'ils avaient en leur possession. J'ai aussi fait des conversations formelles, notamment avec des aînés, fait de l'observation, donc de 13 concours où j'ai pu les filmer et prendre des photos. Et j'ai participé dans la mesure du possible avec les différentes organisateurs, artisans, artisanes, participants, participantes dans les préparations en fait au concours. J'ai aussi observé les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et WhatsApp. Donc, j'ai réalisé un terrain de 8 mois jusqu'à la fin 2019. Je devais terminer le terrain en 2020, mais j'ai pas pu à cause de la COVID, donc j'ai dû réorienter un peu mes recherches. Mais j'ai quand même pu observer donc 13 concours en tout, dont 7 étaient des concours de Miss et Mystère Terrine, et le reste était des concours uniquement de Miss. C'était un terrain multisite, donc j'ai pu séjourner au sein de 5, ce qu'on appelle des terras indígenas, ce qui est l'équivalent un peu des réserves ici au Canada. Mais pour utiliser un peu les mots qu'ils utilisent, je vais dire territoire autochtone terrain. Donc, j'ai pu aller dans certains des villages de 5 de ces territoires terrains-là, en plus d'observer des concours en milieu urbain à Campo Grande, qui est la capitale de l'État. Donc, si je vous parle un peu des terrains, c'est une communauté autochtone dont les territoires se situent aujourd'hui dans l'État du Mato Grosso do Sul, qui est donc à la frontière de la Bolivie et du Paraguay. Et c'est encore aujourd'hui le 5e plus grand groupe autochtone au Brésil, avec plus de 30 000 individus.
Ils font partie de la grande famille culturelle et linguistique Arawak, qui serait descendue des Caraïbes, et plus précisément du sous-groupe Guana, qui proviennent de la région du Gran Chaco que vous voyez ici. Et ce n'était pas des chasseurs-cueilleurs, c'était vraiment, c'est toujours un peuple d'agriculteurs qui cultive encore aujourd'hui le maïs, le riz, les légumineuses et le manioc. Donc, dans l'État du Mato Grosso do Sul, on retrouve 8 peuples autochtones. En termes d'importance, en termes de population, il y a les Terena, les Guarani Kaiowá et les Kajiweo. Et dans cet État-là, il y a énormément de violence et de discrimination envers les peuples autochtones, notamment parce que ce sont des terres extrêmement fertiles et donc il y a beaucoup de conflits agraires, de conflits pour s'approprier les terres, etc. Encore aujourd'hui. La plupart des territoires terrains sont relativement à proximité de villes ou de villages si on les compare à d'autres communautés autochtones au Brésil. Donc, les plus éloignés sont environ à 2h30 de route en auto. Les plus proches sont même en périphérie des villes ou autour de 30-40 minutes des centres. Donc, ils ont maintenu en fait un contact plus étroit que d'autres communautés avec les villes et les villages allochtones brésiliens. Donc, vont se rendre régulièrement dans les villes. Certains travaillent, certains étudient. On y va pour acheter la nourriture, etc., pour différentes tâches hebdomadaires. Au niveau de la langue, la majorité des terrains parlent portugais. Les personnes plus âgées, je dirais autour de 75 ans, des fois vont être plus à l'aise en terrain, mais vont quand même parler portugais en général. Il y avait seulement un des territoires terrains où les jeunes parlaient couramment le terrain. Je n'ai pas pu y aller, je devais y aller pendant la pandémie. Et il y avait un autre territoire où il y avait 2 villages où les jeunes parlaient un peu le terrain. Et dans tous les autres villages de tous les autres territoires, donc un total de 8, les jeunes ne parlaient pas du tout la langue. La langue, on l'entendait très, très peu quand j'y ai séjourné. Voilà. Ensuite de ça, dans l'État, les différents médias vont diffuser énormément de stéréotypes et d'images négatives par rapport aux Autochtones, pas seulement des terrains, mais en diffusant beaucoup les problèmes d'alcoolisme, de suicide, la misère et surtout la fameuse perte de la culture. Ce qui va engendrer une préoccupation prononcée des terrains pour la perte de la culture et va faire en sorte qu'ils vont vouloir montrer les beaux côtés de leur culture à travers différents événements, notamment des événements sportifs, des danses, terrains qui sont assez connus dans l'État, l'artisanat et les fameux concours de Miss et Mister Terrain. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en parallèle, au niveau politique, faisant suite à des politiques économiques libérales, néolibérales, qui étaient autrefois basées sur des principes d'assimilation et d'homogénéisation de la population. À la fin du 20e siècle, il y a à un niveau global, à un niveau mondial, l'adoption de plus en plus de politiques multiculturalistes, et c'est aussi le cas du Brésil, qui vont viser à reconnaître la différence et valoriser la diversité culturelle qui autrefois était effacée, niée. Ça va faire en sorte que la différence va devenir un instrument politique pour les revendications des peuples autochtones, notamment, qui se doivent donc de montrer cette différence-là, qui autrefois, ils devaient plutôt la cacher. Mais ça veut aussi dire que ce sont souvent les Autochtones qui vont répondre à certains critères de validité, voire une certaine authenticité, qui vont souvent être établis par différentes instances telles que l'État, mais aussi les images diffusées par les médias, les organisations, etc., qui vont pouvoir faire valoir leurs droits. Donc, si on parle un peu de ce fameux concept d'authenticité sur lequel je vais revenir plus vers la fin de la présentation, donc Handler le définit un peu comme un concept qui a à voir avec le fait d'être fidèle à nous-mêmes, d'être vrai. Donc, cette idée de vérité revient souvent, de ne pas jouer un rôle. On va lier la pratique des représentations
en le basant vraiment sur la vérité. On veut déterminer ce qui correspond à une bonne représentation par rapport à ce qui n'est pas considéré comme des bonnes représentations. Je vais revenir là-dessus à la fin de la présentation, une fois qu'on aura discuté un peu plus des transformations au niveau des représentations. Donc, si je me penche un peu plus sur l'arrivée des concours de Miss et Mystère terrestres dans les communautés terrestres, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'au niveau local, au Brésil, ou du moins dans l'État où j'étais, il y a vraiment des défilés pour toutes sortes d'occasions. Donc, dans les écoles primaires et secondaires, on va faire des concours de Miss et de Mystère pour la fête des mères, la fête des pères, la fête de l'école, la fête du directeur, l'arrivée du printemps. On peut nommer les occasions. En plus de ça, il y a énormément de concours au niveau local, des municipalités, au niveau étatique. Vraiment une grande prolifération de concours. Prolifération, pardon. Et ça, c'est sans compter les défilés civiques qui ont lieu dans les villes et les villages et aussi les fameux carnavals dont vous avez sûrement entendu parler. Et j'ai découvert à travers mes recherches qu'il y avait en fait énormément de concours de Miss autochtones et souvent Miss et Mystère chez plusieurs communautés autochtones au Brésil qui pourtant ne sont pas étudiées. Il y a un seul autre chercheur qui s'est penché sur les concours de Miss Kayapo, donc dans un contexte plutôt amazonien, un contexte assez différent. Mais sinon, c'est pas du tout étudié alors que c'est des événements qui sont considérés comme vraiment importants dans les événements les plus attendus dans plusieurs, en tout cas, communautés terrestres et quelques autres avec lesquels j'ai pu discuter. Dans le cas des terrestres, ces concours sont arrivés notamment à travers les écoles, mais dans un processus assez particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc dans les différentes communautés, ils ont commencé à implanter des écoles au sein des territoires entre les années 1960 et fin des années 90, des écoles primaires. Donc, à différents endroits, c'est arrivé à différents moments, mais pendant très longtemps, c'était seulement possible d'aller jusqu'en 4e année du primaire, et si les gens voulaient continuer leurs études, ils devaient aller à l'extérieur, continuer leurs études à l'extérieur des territoires. Et donc, à l'extérieur des territoires, aller participer à des concours de Miss et Mystère dans les écoles. Et plus tard, quand ces gens-là sont devenus des professeurs et sont revenus dans leurs propres écoles terrestres, qui ensuite, il y a eu aussi des écoles secondaires là, vers la fin des années 90, dans les années 2000, ont décidé d'implanter des concours donc, dans leur communauté. Aussi, à travers les Jeux régionaux qui étaient organisés notamment par 2 frères terrestres, des jeux vraiment un peu comme des petits Jeux olympiques, mais des jeux autochtones au niveau étatique et nationaux, où au début, on veut faire un défilé, comme le défilé des drapeaux, qui vont rapidement devenir des concours et qui vont se répandre assez rapidement. Parfois, c'était des individus, des organismes qui demandaient la participation de certaines filles terrestres de participer à des concours à l'extérieur des communautés. Et ensuite, ces filles-là ou leurs familles décidaient on plantait en fait des graines, d'essayer de réaliser des concours plutôt terrestres au sein même des communautés. Donc, ça va être plus ou moins constant à partir des années 2000, mais il va y avoir une intensification de ces concours à partir de 2009, notamment parce qu'il y a une nouvelle politique étatique en 2008 qui va promouvoir toutes les activités culturelles reliées à des groupes définis. Donc, il va y avoir plus de financement pour ce genre d'activités. Aussi parce qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Tainara Terena qui va participer à un concours national qui va être hautement médiatisé et qui, par la suite, va organiser des concours dans sa propre communauté. Aujourd'hui, il y a des concours vraiment pour toutes les occasions, mais ils vont généralement graviter autour du Dia do Índio, qui est le jour de l'Autochtone au Brésil, qui est le 19 avril. Et en fait, souvent, il va y avoir une semaine d'activités culturelles autour de ce Dia do Índio. Il va y avoir des danses, des dégustations de mets typiques. Et l'ouverture et la clôture va presque toujours être un concours de Miss et ou de Mystère. Ou de Miss et Mystère, pardon.
Également dans les jeux autochtones, mais maintenant, n'importe quel regroupement autochtone de grande envergure, il va y avoir un concours, même les événements politiques et même certaines fêtes saintes, en fait, vont y avoir une clôture d'événements avec un concours. Vraiment pour toutes sortes d'événements. Les objectifs généraux qui reviennent, bon, il y en a plusieurs parce qu'il y a vraiment toute une panoplie de différents concours qui ont différentes envergures. Mais ce qui revient souvent, c'est le fait de vouloir montrer la beauté de la culture, la valoriser et préserver cette culture-là, de faire bouger les aldeias. Les aldeias, c'est le terme pour des villages autochtones, donc dans les communautés. Parce qu'il n'y a rien qui se passe, c'est plate, on ne fait rien, donc il faut animer le village. Ce qui revient aussi, c'est le fait d'encourager les jeunes à s'impliquer, à valoriser le fait d'être terraine, d'être autochtone et d'être fiers de leur culture. Essayer de leur faire perdre leur timidité. Souvent, c'est des jeunes qui sont assez timides, mais aussi combattre l'ennui, la drogue et le suicide qui, malheureusement, est très présent dans plusieurs territoires. Je vais passer rapidement sur le reste parce que je vois le temps qui file, mais il y a certaines aussi organisations terraines qui veulent stimuler le tourisme à travers leurs concours et certains artisans qui, en fait, organisent des concours uniquement pour montrer leur collection. Les critères de sélection en général, ce sont les habits typiques, les peintures corporelles, parfois les ornementations, la désinvolture et la sympathie. Il y avait 2 concours et c'était des concours organisés par des artisans où il y avait la beauté comme critère et quelquefois aussi où il y avait les encouragements de la foule. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans aucun concours auquel j'ai assisté et de ce qu'on m'en a dit, il y avait de directives pour les juges par rapport à ces critères-là. Donc, c'est seulement écrit sur la feuille et interprété de la manière que les juges le veulent. Donc, en général, on va choisir un mélange de juges allochtones et terraines, en général des terraines qui ne viennent pas du territoire, mais qui viennent d'autres territoires, pour éviter le favoritisme. Et souvent, les juges allochtones qui sont invités à être juges, ce sont des gens qui ont aidé d'une manière ou d'une autre, donc soit qui ont donné un peu de financement, qui vont fournir les photographies, toutes sortes de choses comme ça. Donc, souvent, c'est un service d'échange. Donc, il y a plusieurs transformations qui se sont réalisées depuis le début de l'apparition de ces concours-là, notamment au niveau des habits typiques. Alors, on m'a dit qu'autrefois, quand les Télènes sont arrivés dans la région, ils étaient pratiquement nus, donc on leur a jeté des sacs de jute, qui sont les sacs de riz, les sacs de farine que vous avez sûrement déjà vus, et on leur a dit, vous devez vous faire vos vêtements avec ça. Ce qu'ils ont fait. Et pour eux, c'est vraiment leurs habits les plus traditionnels, en fait, parce que c'est les premiers habits qu'ils ont eus. Donc, au départ, dans les concours, c'était ce tissu-là que j'utilisais, qui est extrêmement inconfortable. Et avec le temps, c'est devenu plus ajusté. Donc là, on parle spécifiquement des femmes. Je vais parler juste après des hommes. Avec le temps, on a commencé à coller des plumes, ensuite à coller des graines de différentes plantes, mais surtout ces trois graines de plantes que vous voyez ici de la région. Et par la suite, on a commencé à tisser ces graines-là, inspirées par le travail de perlage que certaines artisanes d'une des communautés avaient vu sur YouTube. Le travail de perlage qui était fait par des communautés autochtones en Amazonie, en fait. Et ils ont commencé à faire ça avec les graines et cette mode-là s'est répandue extrêmement rapidement et maintenant, c'est pratiquement qu'avec ça que sont faits les habits typiques pour les femmes durant les concours. Donc, ça donne aussi lieu à toute une variété de styles et de combinaisons. Ensuite de ça, pour les hommes, il y a eu très peu de changements par rapport aux habits. Comme au départ, en fait, c'était souvent des jupes faites en paille de burichi, qui est un arbre de là-bas, ou des plumes d'émeu, qui est aussi un oiseau qui habite là-bas. Donc voilà, je vais passer rapidement parce que je vois le temps qui file. Donc ici, vous voyez les filles qui ont des plumes teintes, ce ne sont pas des terraines, ce sont des Guarani ou des Guarani Kaiowá. Donc les terraines, c'est vraiment les filles que vous voyez ici.
Et à cette époque-là, donc ça c'est en 2000, on utilise encore plutôt le tissu de jute. Et vous voyez ici, ça c'est les habits qui sont utilisés durant les danses, qui est encore, c'est encore assez similaire. La seule différence, c'est que c'est un peu plus ajusté parmi les concours. On commence à y avoir des couronnes de plumes, mais les couleurs sont moins flamboyantes et il n'y a pas encore de peinture corporelle sur le corps. On monte dans le temps un peu, on est rendu en 2010 et là, on voit l'apparition des graines qui sont soit collées ou pendues, donc pas encore tissées. On voit aussi l'apparition de plumes de couleur bleue, donc d'ara bleu, qui vont devenir avec le temps vraiment un symbole des terrains. Et on voit l'apparition de certains motifs terrains sur le corps également. Et c'est aussi tissé sur les vêtements. Ici, on arrive en 2019 et là, vous voyez qu'il y a énormément plus de détails, de complexité dans les vêtements, mais aussi dans les peintures corporelles. Et en fait, à ce moment-là, ben, on n'a plus seulement des peintures terraines. Et là, les ornementations sont plus extravagantes les unes que les autres. Ça, c'est les habits qui sont utilisés pour les danses encore aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a une énorme différence dans ce que les femmes vont utiliser pour les concours et pour les danses, alors que pour les hommes, c'est très similaire. Donc, ici, vous voyez un des gagnants de l'année où j'étais là. Et donc, son habit est assez similaire à celui des danses masculines. Il faut savoir que maintenant, les couronnes de plumes bleues sont aussi utilisées durant les danses. Donc, en fait, c'est assez similaire. Ce qui va changer souvent, c'est le fait d'avoir des peintures corporelles plus définies et quelques ornementations au niveau des colliers, des bracelets pour les hommes. Donc, autrefois, il n'y avait pas de peinture corporelle. Les Télènes n'utilisaient pas de peinture corporelle, uniquement sur le visage. Il y avait des cercles qui étaient utilisés pour les femmes pour les danses. Dans certaines communautés, c'était 2 flèches ou 2 lignes pour les hommes et les femmes, et c'est tout. Également, au niveau du matériel, autrefois, on utilisait du charbon ou de l'argile rouge ou blanche pour orner le corps, mais seulement pour mettre une partie de couleur. Il n'y avait vraiment pas de dessin ou de motif comme aujourd'hui. C'était utilisé principalement pour les danses et les rituels. Donc, vous le voyez ici, on n'a pas beaucoup de motifs. Il commence à y en avoir sur les vêtements. Et puis, aujourd'hui, les Télènes se sont vraiment appropriés certaines peintures corporelles, certains motifs qu'ils considèrent comme Télènes, alors que ce n'était pas vraiment le cas avant. Donc, on voit celle-ci, qui est très commune, qu'on relie à un serpent de la région. Celle-ci, qui est, alors, je ne sais pas si vous voyez avec mon écran, mais donc, ce sont les petits triangles représentent pour eux les anciennes maisons de Télènes et les graphismes qui étaient sur les céramiques des femmes qui sont maintenant peintes sur les corps des femmes, des fois durant les concours. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, ça dépend des régions, ça dépend des personnes, mais plus de 75% des participants, participantes et même des artisans, quand ils participaient au concours, ils tapaient sur Internet, sur Google, pinturas indígenas, donc autochtones et non terraines. Et c'est ça qui était le plus important pour eux, c'était la complexité plutôt que les peintures terraines qui aujourd'hui sont vues un peu comme trop simplettes ou trop répétitives. Donc ici, on a les mêmes motifs qui reviennent encore en 2014. Et quand on arrive en 2019, là, il y a vraiment, ça c'est une peinture Chavanche, ça c'est d'autres dessins, il y a toutes sortes de créativité qui ressortent. Ça, c'est un concours en particulier, évidemment, mais et c'était dans les concours où il y avait les artisans les plus créatifs, donc ça vous montre bien les différences. Mais il y a quand même beaucoup plus de créativité aujourd'hui que c'était le cas avant. Ici, on voit aussi ce qui est le cas pour les hommes. Voilà. La seule chose qui persiste à travers le temps, ce sont les 3 couleurs, le noir, le rouge et le blanc. Donc, on me disait toujours que c'était les 3 couleurs qui étaient essentielles à avoir. Donc, le noir signifie la mort, le rouge, le sang,
et le blanc, la paix. Et puis, donc, c'était vraiment super important de garder ces 3 couleurs-là. Donc, je vais passer rapidement ici. Je pense que je vais manquer de temps, mais si jamais vous voulez me poser des questions, vous pourrez après. En fait, le temps, ça fait un petit bout de temps qui a été coulé, donc il faudrait conclure, s'il vous plaît. OK. Bon, sinon, je poursuivrai avec les questions, mais oui, où je voulais en venir, en fait, c'était que quand il y a des gagnants, il y a énormément de critiques par rapport à ces gagnants-là. Et une des critiques qui revient souvent, c'est par rapport à la complexité des habits, des peintures corporelles, les ornementations, parce que parfois, ce sont des personnes qui ont des habits très simples et des peintures très simples qui vont gagner. Et ça a à voir avec les notions d'authenticité, en fait, qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la même vision de l'authenticité. Les artisans, les artisanes, souvent ont tendance à priorité le travail, ce qui est fait à la main, ce qui est complexe, ce qui est plus original, ce qui se démarque, ce qui est considéré comme plus beau. Et plus, c'est plus beau aujourd'hui. La même chose pour beaucoup de candidats, candidates qui se trouvent plus beaux avec des habits plus complexes. Et alors qu'il y a d'autres personnes qui vont dire non, mais en fait, ça, c'est trop inspiré d'Internet. C'est trop lié, en fait, à des mélanges avec soit d'autres communautés, soit ce qui est vu sur Internet, d'autres images des médias, et c'est pas véritablement terrain. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais en fait, ma recherche s'inscrit vraiment au cœur de la définition de la culture, puis c'est ce que je trouve super intéressant dans cette recherche-là, c'est que c'est très, très riche par rapport à ce que les différentes personnes au sein d'un même village, mais d'une même organisation, ne vont pas avoir les mêmes idées par rapport à la représentation terraine. Et on est vraiment au cœur de discussions par rapport à ce qui définit la culture terraine, les représentations et tout. Voilà, je vais m'arrêter ici. Donc, merci beaucoup, Marie-Charlotte. Présentation très riche à tout point de vue, sur le plan visuel comme au niveau du contenu. Donc, il y a certainement des questions, des commentaires que vous aimeriez adresser à Marie-Charlotte. Allez-y, tout ouvert. Bon, je vois 2 mains levées. Il y a Myriam et Ami ensuite. Oui, mais merci beaucoup pour ta présentation. C'est super intéressant. Je me demandais justement, quand tu disais que les critères, en fait, pour l'évaluation des habits ou des performances, tout ça, n'étaient pas précisément définis. Là, on parlait de la beauté, en fait. En fait, est-ce que tu as plus de détails sur comment la beauté est définie ou est-ce que aussi c'est selon l'âge des personnes qui vont participer? Comment, en général, ça s'inscrit dans cette culture-là? Oui, en fait, le critère de la beauté, je pense qu'il était extrêmement complexe à juger, puis aussi extrêmement difficile d'avoir des informations sur ce que les gens considéraient ou voulaient me dire qu'ils considéraient vraiment comme beau. Des fois, en fait, au début, quand je leur demandais leur conception de la beauté, c'était quoi, j'avais pas beaucoup d'informations. On me disait, toutes les personnes sont belles, tout le monde est beau. Alors que en voyant certaines personnes gagner, on me disait « Ah, mais je comprends pas pourquoi elle a gagné, elle est vraiment laide. » Donc, tu sais, il y avait beaucoup de choses qui se contredisaient, qui laissent transparaître certaines manières de voir la beauté. Je dirais qu'en général, en fait, une des manières que j'ai essayé d'avoir des informations là-dessus, c'est en demandant si tu jugeais un concours, qu'est-ce qui serait important pour toi au niveau physique? Est-ce qu'il y a des critères physiques qui, pour toi, seraient importants que tu pourrais faire gagner ou pas? Et ce qui revenait plusieurs fois par rapport à la beauté, c'était la beauté autochtone. Donc, d'avoir les traits autochtones. Et ça voulait dire souvent, dans certains cas, une peau pas trop blanche, donc des yeux un peu bridés, des sourcils plus foncés. Pour les femmes, ce qui revenait beaucoup, c'était des cheveux longs,
noire et lisse. Et il y a beaucoup de mélange là, dans les communautés, donc il y a des personnes qui n'ont vraiment pas les cheveux longs et lisses, mais les filles vont se les lisser parce que sinon, elles n'ont aucune chance de gagner, en fait. Par rapport à la corpulence, c'était un peu plus varié au niveau des réponses, mais en général, ce sont des filles assez minces par rapport au reste de la communauté qui participent déjà à la base et qui vont gagner. Et les quelques personnes, il y a une fille, je pense, en 2017 qui a gagné, qui était un peu plus rondelette, et tout le monde m'en a parlé comme de quoi ça n'avait aucun bon sens. Par contre, dans la communauté, les gens sont sont assez ronds. Donc c'est ça. Par rapport à la minceur, il y avait quand même des critères assez forts. La grandeur, beaucoup moins. Ça variait. Des fois, les artisans avaient tendance à avoir des critères plus élevés par rapport à la minceur, par rapport à la hauteur, parce qu'ils cherchaient plus des modèles pour leur collection. Mais sinon, le reste de la population, c'était un peu plus varié. J'espère que ça répond un peu à ta question. Oui, merci. Puis une mini question. Est-ce que tu as pu réaliser ton terrain en portugais? Oui, j'ai fait tout mon terrain en portugais. Les seules fois où j'ai eu un peu d'aide, ça a été lors de conversations avec certains aînés. J'étais chanceuse, en fait, parce que j'étais avec des amis qui parlaient très bien italien à ce moment-là et on est allé discuter ensemble, en fait, avec les aînés et puis ils me traduisaient un peu ce qui était dit. Mais souvent, ces aînés-là parlaient aussi un peu portugais, donc tu sais, je pouvais faire des commentaires puis ils me répondaient. C'est juste qu'ils étaient plus à l'aise à parler en terrain, donc on avait privilégié en fait cette langue-là. Ah, merci pour tes réponses. Donc, merci. Maintenant, Amy. Oui, merci pour ta présentation. Moi, la question, c'était plus sur le choix de ton sujet. En fait, dans ta présentation, tu as dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'études sur ce sujet-là. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui t'avait poussé à le faire sur ces concours-là, puis dans cette région-là, en fait. Oui, en fait, il y a des études, il y a beaucoup d'études sur des concours de Miss à travers le monde, notamment des concours autochtones. Il y en a pas mal en Amérique du Nord. Et en fait, c'était dans une présentation à un colloque. Il y a une de mes amies qui avait présenté justement quelque chose sur les Jeux mondiaux autochtones qui sont organisés par des Télènes. Et il y avait un concours dans cet événement-là. Et là, je me suis dit, wow, j'ai jamais vu ça, mais je pense que j'en ai entendu parler dans l'autre communauté avec laquelle je travaillais, là, avec les gangang à la maîtrise. Et là, je me suis dit, j'aimerais savoir s'il y en a un peu plus. Et en fouillant un peu, en cherchant un peu, j'ai découvert qu'il y en avait d'autres. Et en fait, j'ai participé aux Jeux mondiaux autochtones, la deuxième édition qui était au Canada. J'ai rencontré des femmes Telena à cet endroit-là. Et là, elles m'ont dit, ah, mais mes cousines organisent plein de concours. Il y a des concours presque à tous les mois. Tu devrais venir et tout. Donc là, je me suis dit, OK, je vais définitivement, ça m'intéresse. C'est super intéressant. Et puis, c'est ça. Il n'y avait pas beaucoup d'études qui étaient faites à ce moment-là au Brésil. Mais il y en a d'autres en Amérique latine et il y en a aussi en Amérique du Nord. C'est juste qu'au Brésil, très, très peu. Merci. Voilà. Oui, Amand? Bonjour Marie-Charlotte, ça fait longtemps. Oui. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour cette présentation. Ma question, ça va être sur, j'ai jamais imaginé qu'un concours de Miss ou Mister pourrait être vu comme un moyen de donner une visibilité à une communauté autochtone. C'est très intéressant. Et je me demande justement si ça a réussi vraiment à donner une certaine visibilité à ces communautés au sein de National brésilien, par exemple. Et ma deuxième question va être un peu plus sur la gentilité des individus dans ces communautés. Est-ce que participer à un concours pareil, est-ce que ça donne un peu plus d'agentivité aux individus au sein de la communauté ou non? Ça va être un peu mes deux questions. Merci beaucoup. Oui, donc la visibilité des terrains au niveau national, jusqu'à un certain point, même si c'est dans les objectifs de plusieurs des organisateurs de concours, souvent, il n'y a pas énormément de personnes, des villes qui vont venir, en fait. Ça crée surtout une espèce de tourisme à l'intérieur même des territoires autochtones ou entre les territoires terrains.
Il va y avoir quand même quelques personnes allochtones, mais c'est comme 5, 6 sur 300 peut-être Telena qui vont venir. Il y avait donc seulement un concours qui avait 3000 personnes qui étaient présentes. Et il y avait plusieurs allochtones, mais c'était donc un concours en périphérie d'une ville, donc c'était normal qu'il y ait un peu plus d'allochtones qui étaient là. Et là, ce concours-là avait été fortement médiatisé parce qu'il y avait la première Miss Trans qui participait. Donc, pas la première Miss Trans autochtone, mais la première Miss Trans autochtone qui participait à un concours, du moins de cette envergure-là. Donc, ça avait été très, très médiatisé. Ils avaient créé une autre catégorie qui était Miss Diversité pour elle. Et il y avait eu énormément de conflits par rapport à ça, etc. Donc, il y a une certaine visibilité. Je dirais que c'est beaucoup à travers des réseaux sociaux aussi. Les candidates et candidates, quand ils mettent des photos sur Facebook ou sur Instagram, me disent « j'ai des milliers de likes en l'espace de comme 1 semaine, 2 semaines, alors que j'ai jamais ça sur aucune de mes photos. » Donc, il y a une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, mais à un point de vue national par rapport au concours, etc., dans une certaine mesure, il faudrait creuser un peu plus, mais pas tant que ça, en fait. Par rapport à ta deuxième question, ça varie énormément. Je dirais que ça dépend c'est quoi le rôle des personnes. Quand c'est les organisateurs, organisatrices, en général, c'est des gens qui vont peut-être commencer par un petit concours à l'école, organiser un petit concours, ensuite le concours va gagner en envergure. Et il y a beaucoup d'organisateurs, organisatrices, qui vont par la suite créer d'autres types d'événements et même s'impliquer dans la politique. La politique, ce que j'appelle externe. Donc, souvent, vont devenir des conseillers municipaux, vont avoir plus de liens avec les municipalités, donc pas exactement à l'interne. Parmi les candidates, ça dépend des régions. Donc, dans les endroits où c'est des concours de très, très grande envergure, notamment celui qui est très fortement médiatisé, les gagnants-gagnantes ne gagnent pas grand-chose en termes de prix. Par contre, ils sont invités dans la plupart des autres concours pour être des juges, pour des fois juste défiler devant les gens. Donc, vous devenir une espèce de porte-parole, en fait, de leur village. C'est vraiment pas le cas de tous les concours, mais il y en a certains qui le font. Ensuite de ça, il y a certaines candidates qui aiment tellement participer à des concours qui vont à leur tour devenir soit des artisans ou organiser des concours et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment pas tout le monde, mais il y a pour certaines personnes que ça va devenir que ça va leur permettre d'exercer davantage leur agentivité par la suite. Donc, je vois que le temps est terminé. Oui, donc merci beaucoup, Marie-Charlotte. On a terminé la période de questions. Donc, on a un peu de temps pour une table ronde. Donc, je vais demander à Emma de se joindre à nous pour la table ronde. Et donc, la discussion est ouverte. Il y a plusieurs, je pense, points communs entre les deux présentations qu'on a entendues cet après-midi. On vient de terminer sur le thème de l'agentivité. Et donc, Emma a également soulevé l'importance de l'agentivité dans son sujet. Je pense également à l'ancestralité, qui est présente dans les deux contextes de façon différente, mais quand même similaire. Et également, bien sûr, la notion de territoire et la notion de souveraineté sur ce territoire et de détermination, finalement, de sa propre culture. Donc, j'aimerais vous entendre peut-être discuter un peu entre vous, peut-être au départ, Emma et Marie-Charlotte, de ces points communs entre vos deux présentations. Emma, tu veux commencer? Oui, mais en fait, pour moi, ce que je comprends de ces sujets-là, les questions de souveraineté et de territoire sont en effet comme la même question parce que avoir ce lien avec le territoire, c'est là où ça vient la souveraineté parce qu'on sait que pour de nombreux groupes autochtones partout à travers les Amériques, le fait que les pouvoirs coloniaux ont déplacé justement plein de groupes à travers le monde. Quand on a le contrôle et ce lien avec le territoire, c'est là où
moi, je dirais c'est là où ça vient, la souveraineté sur le territoire. C'est d'avoir le contrôle du territoire, d'être sur le territoire. Oui, Marie-Charlotte, la question du territoire chez les Térénas, comment c'est vécu? C'est sûr que ça fait partie des grandes revendications du moment. Il y a énormément de processus de rétomade, ce qu'ils appellent, en fait, où on va essayer de reconquérir des anciennes parties de territoire en occupant ces territoires-là. Et même par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que ces petites rétomades, ils vont commencer aussi à faire des concours de Miss de ce territoire pour comme un peu asseoir, c'est un territoire valide, tu sais, on a une Miss de cet endroit-là qui peut représenter cet espace-là, comme il y a des Miss qui représentent des villes, des villages, donc ça devient comme un nouvel espace qu'on s'approprie. En fait, moi, c'est un peu comme ça que je vois aussi, d'une certaine façon, les concours, du moins. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, ce qui revient beaucoup dans les commentaires des participants, participantes, c'est que malgré les peintures corporelles qu'ils se mettent, quand ils se mettent les peintures corporelles, quand ils se les peignent, ils se sentent comme des guerriers qui sont en lutte et que à travers les concours, ils se montrent comme autochtones et déjà là, c'est un type de revendication et de lutte. Donc, c'est comme si le territoire allait comme un peu plus loin et ça revient un peu à cette notion de contrôle-là dont Emma parlait pour moi, parce que c'est comme si on reprenait aussi un certain contrôle sur les corps d'une certaine façon. Voilà. Il y en a qui voudraient intervenir. Là, c'est ouvert à tout le monde. Hein, la table ronde est ouverte à tout le monde. Myriam, oui, vas-y. Mais c'est ça, peut-être qu'il faut faire un lien avec le corps. On parlait, c'est Emma qui parlait là, de l'aspect en fait, d'ontologie, peut-être assez diamétralement différente qu'en Occident, en fait, dans la manière de concevoir le corps, de vivre. La réalité avec le corps, puis je me demandais justement du côté de ton terrain, Marie-Charlotte, est-ce que tu voyais justement dans cette manière de vivre ou de présenter le corps, comment une autre ontologie ou une autre cosmologie pouvait se traduire à travers les symboliques, justement, des ornements puis des choses qui ont pu évoluer à travers le temps aussi dans les dernières années. Il y a comme plein de points en même temps dans ma question, mais dans le sens Oui. comment la cosmologie se représente à travers les ornements puis les représentations du corps, en fait, dans ces concours-là. Oui, par rapport à cette question spécifique-là, c'était assez... j'ai juste le mot touché dans la tête. Mais parce que je dois dire quand même qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas me parler de la signification des peintures corporelles ou des habits. La seule chose qui revenait, comme je l'ai mentionné, c'est les 3 couleurs et leur signification. Ça, tout le monde le sait. Donc, c'est quand même une constante importante. Et encore une fois, ça revient à cette notion de lutte et de guerre. Donc, encore dans la conquête, d'une certaine façon. Dans la reconquête. Et puis, mais par rapport aux significations et aux liens avec la cosmologie, la mythologie, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à faire des liens parce que même les anciens avec lesquels j'ai parlé, ils me disaient, mais tu sais, il y a beaucoup des nouvelles peintures corporelles qui sont nouvelles. Donc, je ne les connais pas vraiment, mais il y a les cercles. Les cercles, ça représentait l'union. Et puis, on me faisait des liens, en fait, avec des mythes par rapport à des guerres qu'il y avait entre différents peuples. On me nommait différents peuples. C'est pas tout le temps les mêmes, mais bon, c'est normal. Il y a probablement eu différentes guerres aussi à travers le temps. Donc, ce dessin-là du cercle qui représente l'union des personnes face à la guerre, en fait, des femmes qui se mettent ensemble pour comment il me disait, s'unir pour se fortifier ensemble par rapport à une menace qui viendrait.
et aussi pour résister pendant que les hommes étaient partis à la guerre aussi. Donc ça, c'était des petits liens que j'avais. Sinon, on faisait des liens, les petites flèches, on disait des fois que c'était des becs et des meux. Et dans la danse des hommes, donc c'est une danse qui représente la guerre également, et ils vont se déplacer comme des émeux. Donc toute la danse, il y a un parallèle avec les émeux et la guerre. Par contre, je n'ai pas trouvé beaucoup au niveau des mythologies et de la mythologie ou de la cosmologie et des émeux. Donc, j'essaie encore de creuser un petit peu. J'espère que quand je vais pouvoir retourner sur le terrain, éventuellement, probablement à la fin de mon doc, mais que je vais pouvoir essayer de pousser un peu plus là-dessus. Mais ça a été difficile de trouver un peu plus de liens par rapport à ça parce que je pense que, en fait, mon objectif, c'était d'aller dans la communauté, dans une communauté en particulier où on m'avait dit que là, bon, j'allais savoir tout ce que je voulais, mais je n'ai pas pu y aller à cause de la pandémie. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question à travers tout ça. Oui, ben, c'était un peu large aussi. C'était un peu comme décousu, là, mais merci. Autre intervention? Question pour Marie-Charlotte et Emma. Donc, concernant la souveraineté du territoire, je voulais mentionner à Emma que ce matin, j'ai vu dans le journal La Presse un article qui porte sur une sépulture à Kahnawake, et c'est la sépulture d'un prêtre jésuite, le père Lajoie, qui a été responsable de la mission jésuite à Kahnawake pendant de très nombreuses années. Et c'est un des rares non-autochtones à être enterré sur le territoire de Kahnawake. Sauf que depuis quelques années, je ne sais pas exactement depuis combien de temps, il y a certains membres de la communauté qui l'accusent d'être un abuseur, d'avoir abusé d'enfants. Et en ce moment, il y a un débat au sein de la communauté à savoir est-ce que on va déterrer les restes du père en question et les mettre à l'extérieur de la réserve. Donc, ça montre toute l'importance de ce que tu mentionnais concernant la souveraineté, le contrôle du territoire. L'article est intéressant parce que les Jésuites ont commandé un rapport indépendant d'une firme de Toronto qui a essayé d'enquêter sur les allégations au sujet de ce père jésuite abuseur. Et le rapport semble non concluant. Donc, le débat se poursuit encore aujourd'hui. Donc, je pense que ça va t'intéresser. Ça va pouvoir alimenter un peu ta réflexion sur ces questions. Oui, surtout parce que on parle justement de l'importance de la tradition orale. On a vu ça pendant la Commission de la vérité et réconciliation en 2015 au Canada. Officiellement, on a reconnu un petit pourcentage des abus qui ont été menés contre les enfants. Même si il semble que chaque famille autochtone au Canada a une histoire de même, les histoires qui ont été officiellement reconnues sont très, très peu, effectivement. Donc, je pense que ça montre aussi l'importance de considérer les différents modes de preuves et de témoignages, parce que ça m'étonne pas que un conseil extérieur peut trouver une conclusion dans ce cas. Oui, je sais, je pense que c'est contesté au sein de plusieurs personnes de la réserve là, qui considèrent que les conclusions ne sont pas exactes. Donc, j'imagine. Oui, c'est intéressant. Et donc, c'est encore une fois une sépulture, là, mais dans le sens contraire qui est en jeu pour cette question. Donc, vraiment intéressant comme débat. Et donc, une question pour Marie-Charlotte concernant toute la dimension économique, parce qu'il y a une dimension économique apparemment. Ça doit coûter très cher participer à ces concours. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des inégalités économiques? Comment c'est géré au sein des communautés? Oui, c'est sûr qu'il y a le côté économique est
est vraiment important, en fait, dans les concours. Non seulement les concours ont généré depuis le début de l'apparition des concours et génèrent toujours une grande économie à l'intérieur même des communautés par rapport aux habits typiques qui, avant, n'étaient pas du tout achetés. Donc, il y a eu énormément d'artisans qui sont apparus, mais qui ont commencé aussi à faire des vêtements, etc., des ornementations, toutes sortes de choses, mais vraiment pour les Télénas à l'intérieur des communautés. Donc ça, c'est déjà quelque chose de particulier. Ensuite de ça, c'est vrai que ça coûte, c'est quand même un investissement pour les participantes, surtout, parce que les participants, souvent, ils ont déjà une jupe qu'ils vont utiliser pour les danses, ou alors c'est des jupes qui sont utilisées dans la famille, alors on peut se les prêter, etc. Ça s'ajuste facilement. La même chose pour les couronnes de plumes, ce genre de choses-là. Par contre, pour les femmes, ça va varier selon les régions, selon la complexité aussi des vêtements, mais ça peut facilement être 50 à 100 reais seulement pour les habits. Et en plus de ça, on doit payer les ornementations, on doit souvent payer une personne qui va faire les peintures corporelles. Souvent, les peintures corporelles, on va réussir à avoir quelqu'un dans la famille qui va pouvoir le faire, etc. Mais par rapport au prix qu'on va recevoir si on gagne, la plupart des endroits, ça va être 50 reais. Donc, pour la personne qui gagne, va gagner la même chose, un peu moins qu'en fait qu'elle a payé. Dans certaines régions, ça va être des gros prix, mais c'est très rare. Il y a une des régions, c'est 1000 reais. C'est énorme comme prix. Et là, c'est des régions où ça devient très, très compétitif aussi. Et c'est aussi dans ces régions-là qu'il y a énormément d'artisans qui vont travailler. Donc, oui, c'est quand même un investissement. Mais il y a d'autres techniques, disons, pour les gens de participer à des concours. S'ils aiment vraiment ça, souvent, ils peuvent quand même participer s'il y a quelqu'un de leur famille qui peut leur faire un habit plus simple. Donc, avec presque tout le monde, les fameux habits pour les danses, là, pour les femmes. Donc, ceux qui sont en jute, qui peuvent arranger d'une manière ou d'une autre, et ils peuvent quand même participer. Et des fois, c'est là qu'ils vont réussir à gagner et qu'il va y avoir des contestations par rapport à ça parce que c'est pas aussi demandant comme travail que d'autres. Mais donc, il y a quand même des personnes qui réussissent à travailler, à participer au concours sans passer par des habits très complexes et de payer des artisans. Mais c'est sûr que c'est quand même un investissement pour la famille, pour les familles au complet. Ouais. Alors, merci. Autre question, commentaire? Ça va? Donc, je pense qu'on arrive à la fin du débat, presque 14h30. Donc, je voulais encore une fois remercier Emma et Marie-Charlotte pour leur présentation, leur participation. Donc, merci beaucoup. Ça a été vraiment extrêmement intéressant. Et je vais céder maintenant la parole à Myriam, je pense, pour le mot de la clôture de ce CADA 2022. Donc, salutations à tout le monde. Merci beaucoup, M. Crépeau, puis bravo encore les filles pour vos présentations. Mais on arrive déjà à la fin, fait que je vais parler en fait au nom du comité du CADA 2022. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent et présente pour ces 4 jours de conférence-là qui nous ont permis d'explorer dans le fond le thème de l'humain globalisé, que ce soit à travers un prisme archéologique, ethnologique, bioanthropologique et ethnolinguistique. Puis c'est ça, encore une fois, cet événement-là qui va clore sa 4e édition a clairement permis de faire rayonner notre département. Autant chez nos étudiants et étudiantes que chez nos professeurs. Je voudrais d'ailleurs remercier encore une fois tout le monde qui a participé, puis particulièrement nos 2 conférencières invités, Michel Drapeau et Francine Saillant, qui ont pu faire des conférences dans les dernières journées. Je voudrais remercier également tout notre comité organisateur, dont fait partie Karine Bates, Marie-Michel Blot, Catherine Bradette, Agathe Cadieux, Annick Desjardins, Marie-Ève Dupuis, Marie Fally, Émilie Guilbeault et Amal Haroun. Et voilà, merci beaucoup à tout le monde. C'est vraiment un beau projet. Puis on espère que l'année prochaine, la pandémie va être
plus clémente avec le monde universitaire et la possibilité, là, dans le fond, on aimerait vraiment ça revenir en présentiel. Donc voilà. Puis je vais céder la parole à Amy, dans le fond, pour ce qui est de nos partenaires financiers. Oui, donc moi aussi, je voulais remercier tout le monde pour leur participation dans le CADA. Et donc, tout le comité voulait remercier nos partenaires financiers, qui est le département d'anthropologie, l'Association étudiante d'anthropologie de l'Université de Montréal, l'Association étudiante des cycles supérieurs d'anthropologie de l'Université de Montréal, le Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtones, la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal, le Fonds d'investissement des cycles supérieurs de l'Université de Montréal, la Fondation ASEC et, bien évidemment, l'Université de Montréal. Donc, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui pour cette dernière journée. C'est super agréable d'être avec tout le monde. Donc, merci beaucoup, puis bonne fin de session. Puis, je vous envoie de la santé pour que personne n'attrape la COVID vu que ça revient là en ce moment, on dirait, de plus en plus. Donc, merci beaucoup tout le monde.